une meilleure structure de la consommation. La plupart des pays ont perdu le contrôle des effectifs scolarisés, que maintenant on parle dans certains cas de gérer des flux d'élèves, c'est-à-dire de faire passer au niveau supérieur tous ceux qu'on peut, simplement pour accueillir ceux qui viennent du niveau inférieur. Et donc les systèmes éducatifs sont complètement thrombosés par ce mouvement-là et la qualité se dégrade. Et ceci a été encouragé par une politique de la Banque mondiale qui convenait à beaucoup de pays. On donnait des financements, la banque donnait des financements pour construire des écoles, éventuellement pour des plans de recrutement et de formation des maîtres. Et puis ensuite, on accueillait de grands effectifs d'élèves, mais sans tenir compte de la qualité de l'enseignement et de ce que les enfants apprenaient effectivement. Il y a des exemples absolument dramatiques. Moi, j'ai bien connu l'exemple du Mali, qui est absolument dramatique. Les évaluations montrent que les enfants restent 5 ans, 6 ans sans apprendre à lire, sans apprendre à reconnaître les lettres, sans apprendre à faire les 4 opérations élémentaires. Donc c'est une catastrophe. On dépense beaucoup d'argent. Le Mali dépense 25% de son budget dans l'éducation, mais avec des résultats nuls, on peut dire nuls. Donc la banque, après avoir financé ce genre de stratégie, a un peu réfléchi, un peu examiné l'efficacité de ce système, et c'est là qu'on a découvert que les taux de scolarisation ou les taux d'achèvement des cycles scolaires n'ont aucune relation avec la rapidité de la croissance. Et que la seule chose qui compte, c'est les résultats en matière d'acquisition de compétences. C'est absolument net dans les études économétriques. Et donc maintenant, on se dit il faut absolument parvenir à réorienter les systèmes éducatif. C'est compliqué parce que les élèves et les étudiants estiment qu'il y a un droit aux études. Les enseignants ont profité de cette situation d'afflux massif d'élèves dans tous les ordres d'enseignement et personne n'a envie de dire la vérité. La vérité, c'est que le chômage des diplômés traduit en partie, au moins, le fait qu'on forme des gens mal pour des emplois qui n'existent pas, donc on perd son argent. Sur la formation professionnelle, moi j'avais été très frappé l'an dernier d'entendre que les taux de chômage des jeunes qui étaient passés par la filière formation professionnelle étaient encore plus élevés que pour les diplômés de l'enseignement général. Et ça, c'était vraiment un signe de faillite. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et donc, j'ai un peu cherché s'il y avait des exemples différents. Et je crois qu'effectivement, j'ai fait une petite allusion, il y a, par exemple en Suède, les programmes de formation professionnelle sont étroitement contrôlés par un ministère spécialisé, mais ce ministère ne fixe pas lui-même les programmes, il organise tous les 3 ans la discussion de contrats entre l'État, qui va subventionner la formation, et les professionnels du secteur, parce que ce sont des conversations entre les établissements de formation professionnelle et les chambres syndicales ou le patronat local qui définit les programmes de formation. Donc, la subvention de l'État est conditionnée à un accord entre des entreprises qui font la formation, qui peuvent être des entreprises privées, et les futurs employeurs. Et on entre dans le détail. Quelles sont les compétences dont on a besoin pour développer nos activités?
Il y a un autre modèle éventuellement, parce que je ne connais pas suffisamment le Maroc pour dire quel serait éventuellement le modèle le plus adapté au contexte local. Mais le modèle très différent, c'est celui de l'Allemagne, où de tout temps, l'apprentissage en entreprise a été une partie importante de la formation professionnelle et de la progression dans les carrières. On explique par exemple qu'en Allemagne, vous ne devenez pas ingénieur parce que vous avez été un brillant sujet dans l'enseignement général et que vous êtes entré dans une école d'ingénieur. Vous devenez ingénieur essentiellement parce que, après avoir travaillé comme ouvrier spécialisé, technicien, etc., dans une entreprise, vous avez acquis une expérience professionnelle et des connaissances pratiques très diverses, très solide, qu'à un moment donné, vous obtenez la qualification d'ingénieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre cette formation en entreprise et des écoles spécialisées, mais ça veut dire quand même qu'il y a que les entreprises là jouent un rôle très important qui vont au-delà de l'exemple suédois où il s'agit de définir les compétences. Là, ce sont les entreprises qui donnent la formation par étapes. Et donc, il me semble que je n'ai pas analysé en détail comment est organisé actuellement le système de formation professionnelle au Maroc, mais le diagnostic, c'est évident. Avec les taux de chômage qu'on nous a donnés il y a un an, c'est que ça ne va pas. Il faut chercher, réfléchir avec les gens du secteur, le patronat, les entreprises ou les associations ou le secteur public qui organisent cette formation professionnelle et leur dire, bon, comment on sort de la situation. C'est la baisse de la part de l'industrie. La baisse de la part de l'industrie qui représentait en fait 2,2 sur 6,3 dans les années 60-70